Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Bienvenue! Merci. Comment te sens-tu ce matin? Je suis excitée et stressée à la fois. Aujourd'hui, donc, tu es là et tu vas nous partager ton récit de naissance souveraine de ton petit dernier. Oui. Déjà, ce que j'aime bien faire, c'est demander aux personnes de se présenter avec leurs propres mots. Est-ce que tu serais d'accord de nous dire qui tu es et ce que tu aimes? Ok. Alors, je m'appelle Sephora, j'ai 36 ans et je suis l'heureuse maman de 4 enfants. Et actuellement, je suis en congé parental. Et ensuite, je pense que faire une reconversion parce que je suis dans la vente en prêt-à-porter, sauf que ça ne me correspond plus du tout. Voilà. D'accord. Grosso modo. Merci. Donc, j'ai dit tout à l'heure comme quoi tu venais nous déposer ton récit de naissance souveraine. Oui. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager le cheminement qui est venu vous conduire à enfanter librement chez vous? Oui, bien sûr. Il y a eu plusieurs facteurs. Le plus important, le premier, on va dire, ça a été ma maman a été malade du cancer et est décédée chez moi ici, dans la pièce où je me trouve. Et en fait, quand Valentino s'est niché en moi, il m'a paru évident que on voulait faire un AAD, une grossesse assistée à domicile, et je voulais donner naissance à Valentino dans cette pièce pour en fait apporter la vie après la mort. Ça, c'est le premier facteur. Ensuite, il y a eu le fait que mes trois premières grossesses ont été médicalisées. Ma toute première, j'étais très jeune, j'avais 22-23 ans, j'y connaissais rien. Je savais même pas qu'on pouvait dire non à la péridurale, je pensais que c'était obligatoire. Et j'ai vécu un accouchement traumatique en fait. Ça s'était très très mal passé. Les personnes avaient été très méchantes, clairement. Donc ça m'avait traumatisée. Ensuite, j'ai évolué pour la deuxième grossesse, celle de Castiel. Je m'étais préparée à faire toujours médicalisée parce que je savais pas du tout que c'était possible à la maison. Mais je voulais un accouchement naturel, donc je m'étais préparée à ça. Ça s'était plutôt relativement bien passé, hein.
J'avais pas grand-chose à dire sur le côté médical. Ils ont été très sympas. Ils ont essayé de m'écouter au maximum. Mais je me suis sentie infantilisée, en fait, pas vraiment libre de mes mouvements, de pouvoir penser ou vouloir faire comme je voulais. Et ensuite, il y a eu Alessio, qui est lui aussi né en maternité. Et là, ça a été un peu aussi un déclic parce que j'ai eu interdiction d'accoucher dans la position que je souhaitais. J'ai eu interdiction de me mouvoir comme je voulais, en fait. De plus, j'ai eu une très grosse déchirure et puis on me l'a pas dit. En fait, on ne communiquait pas du tout ce qui se passait. Pour la petite anecdote, elles ont éclaté mon placenta dans la salle de naissance. C'était une boucherie. Et j'ai été très triste parce que je voulais voir mon placenta et que du coup, bah, j'ai pas pu étant donné que il était vraiment en piteux état. Donc, ces trois grossesses et naissances m'ont aussi ouvert les yeux sur le fait que je voulais être actrice de mon accouchement. Je savais que j'en étais capable, que mon corps était capable de le faire et que mon bébé connaissait le chemin, quoi. Donc, ça a été aussi une des décisions qui nous ont poussé à aller vers un AAD au départ. Euh, Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que là où j'habite, il n'y a pas de sage-femme qui se déplace jusqu'à chez nous. Elle s'arrête une ville juste avant. Du coup, ça m'a été refusé, le AAD. Et en fait, c'est mon mari qui a mis une petite graine et qui m'a dit, mais pourquoi on le fait pas sans personne? Alors, je sais pas s'il avait dit ça un peu en plaisantant ou de manière très sérieuse. Ce qui est sûr, c'est que ça a germé en moi, ça a fait un immense arbre. Et je me suis dit, ah mais oui, mais complètement, on va le faire sans personne, en sachant que, en plus, à la période de Valentino, de mon petit dernier, les accouchements en maternité, en tout cas dans ma maternité, les maris n'étaient pas acceptés parce qu'on était encore avec le confinement, le pass sanitaire et tout ça, et que nous, on n'était pas, enfin, on n'est pas vaccinés. Et du coup, sa présence n'était pas autorisée. Donc ça aussi, ça a été un déclic, quoi. Donc voilà, toutes ces raisons-là ont fait que on s'est dit oui, on est capable, on peut le faire, on est capable. Je voulais savoir, alors comment se passe cette grossesse? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire ou de pas faire? Euh, S'il y a des choses qui te reviennent, que tu as envie de partager. Euh, alors au début, on a décidé de faire un suivi classique parce que pour la grossesse de Alessio, j'ai fait de l'hyperthyroïdie et j'avais été en grosse carence de fer. Donc, un peu pour se rassurer, on va dire, et parce que de toute manière, on n'est pas du tout contre le côté médical, hein. On s'est dit, on va faire un suivi classique. Sauf que la sage-femme qui nous a suivis était très insistante et très alarmante sur mon projet, même de A à D, elle était complètement contre, encore plus sur une naissance libre à la maison. Et donc, elle me mettait une pression sans pareil, que ça soit pour faire des échographies qui, à mon sens, n'étaient pas nécessaires, des prises de sang tout le temps, alors que, bah, à mon sens, pareil, c'était pas nécessaire, donc je les faisais pas. Et comme elle était très, bah, pareil, en fait, j'avais l'impression d'être une petite fille face à son professeur et qui me grondait. J'ai dit stop, en fait. On a arrêté d'aller la voir. Euh, j'ai décidé aussi de ne pas faire de suivi à la maternité. J'y suis allée juste, pareil, parce qu'on nous a mis un peu la pression et que on s'est dit, on sait jamais que si on doit terminer à la maternité, qu'on puisse voir l'anesthésiste, on sait jamais quoi. Donc, on a juste fait le rendez-vous avec l'anesthésiste. Et par contre, on a pris parti de trouver une sage-femme, ça a été grâce à ma tante, une sage-femme qui n'était pas toujours pareil vaccinée, et du coup qui pouvait plus travailler et pour nous suivre. Alors elle nous suivait à distance en fait. Si on avait besoin de quoi que ce soit, elle était là et c'est elle qui était là surtout pour nous rassurer en fait. Si on avait une question ou même elle téléphonait pour prendre de nos nouvelles. Mais voilà, du coup on a fait un début de suivi classique et après on a dit stop quoi. Et qu'est-ce qui vous a, comment vous vous êtes soutenu? Est-ce qu'il y a eu des livres,
livres, des podcasts, des récits autour de vous qui ont fait que vous vous êtes nourri en ocytocine et en confiance? Oui, en fait, on s'est mis sur un groupe Facebook qui, les membres, en fait, c'est que des mamans qui ont fait des accouchements non assistés. Et du coup, ben, on s'est nourri de leurs récits. Si on avait des interrogations pour la préparation, on leur pose des questions. Elles étaient vraiment très ouvertes et bienveillantes. Et ça nous a apporté encore plus confiance en nous. Ensuite, il y a eu toujours, en fait, ma tante, celle qui nous a trouvé la sage-femme, qui était très ouverte à notre projet, qui était vraiment dans l'écoute et la bienveillance et qui nous a, pareil, apporté beaucoup d'amour et du coup d'ocytocine, qui nous a trouvé une doula et cette doula qui nous a aussi conduit sur ce cheminement et nous a donné enfin voilà, ces personnes-là nous ont vraiment donné confiance en nous et dans notre projet et ça a été quelque chose de important parce que le reste de la famille était plus stressé, plus angoissé, nous livrer leurs peurs. Heureusement qu'on a quand même un mental d'acier, qu'on était sûr de nous parce que parfois ces peurs-là, elles peuvent s'ancrer en nous et nous mettre le doute. Mais voilà, on s'est entendu des propos même par la famille parfois, surtout les amis en fait, comme quoi on était inconscient, que j'allais peut-être mourir, que le bébé allait mourir, alors que si on se renseigne un petit peu, il se passe plus de choses en maternité qu'à la maison. Et, euh, et voilà, donc heureusement qu'on a eu quand même des personnes autour de nous qui étaient bienveillantes et qui suivaient notre projet et qui étaient vraiment remplies d'amour pour nous et qui nous ont soutenus tout simplement, quoi. Donc, si tu veux, on peut voir où est-ce que tu en es à ta fin de ta grossesse. Est-ce que tu te rappelles comment tu te sentais, les questionnements que tu avais pu avoir? Euh, à la fin de ma grossesse, alors j'étais un peu fatiguée parce que entre Alessio et Valentino, il y a que 14 mois d'écart. Donc du coup, j'attendais un bébé en ayant un bébé. Donc j'étais un peu fatiguée. Euh, J'étais plutôt sereine. Le seul petit truc, c'est que j'avais l'impression, à chaque fois que je lisais des récits de naissance, étrangement, je tombais toujours sur des histoires où on parlait du placenta, enfin, ça se passait pas forcément toujours très bien avec le placenta. Et du coup, ça a créé en moi une crainte que j'ai essayé d'apprivoiser et de me dire, quoi qu'il se passe, de toute façon, il faut que tu l'acceptes. Mais voilà, j'étais anxieuse, mais pas pour la naissance de Valentino, mais plus pour la naissance de mon placenta. Et j'étais excitée. On a tout préparé. Je m'étais fait un, un, un idéal dans ma tête de la naissance que je voulais. J'avais tout préparé, que ça soit les musiques. On a loué une piscine d'accouchement parce que pour Alessio, j'avais été dans la baignoire et j'aurais vraiment aimé donner naissance à Alessio dedans parce que c'était l'endroit où je me sentais le plus à l'aise et le plus confortable. Donc, il me paraissait évident d'avoir une piscine. J'étais persuadée que mon bébé devait naître dans l'eau. En plus, c'est un poisson, c'est une astrologie de poisson. Donc, je me suis dit, oui, pour un petit poisson, il faut qu'il naisse dans l'eau. Voilà, j'étais très excitée. J'avais tout idéalisé sur comment je voulais un peu l'environnement, l'ambiance et comment je voulais que ça se passe. Et voilà, mis à part l'histoire du placenta, j'étais quand même très. Et puis mon mari était d'une bienveillance et m'encourageait dans ce sens-là. Euh, il était toujours de très grand réconfort si j'avais des interrogations ou des petites peurs qui m'arrivaient, si des gens venaient un peu essayer de nous mettre des crabes dans la tête, il savait un petit peu mettre de l'espace entre eux et nous. Voilà, il a préservé aussi cette bulle entre nous dans notre famille, ce cocon, pour que rien ne vienne interférer avec notre choix, quoi. Et est-ce que ce serait un moment confortable pour toi pour commencer ton récit? Sachant qu'on Mhm. commence quand ça nous est juste, dans le sens où c'est pas forcément le jour de la naissance que notre récit commence. Donc sens-toi libre de débuter où tu veux.
OK. Bah, alors moi, ça a débuté, enfin, vraiment le jour de sa, enfin, non, pas vraiment, avant, parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais censée donner naissance à mon bébé en présence de mon mari, de mes enfants, et il était censé y avoir d'abord aussi la sage-femme, si elle avait la possibilité de venir, parce que en fait, j'avais envie d'avoir une sorte de sororité, être entourée de femmes aussi, en plus de ma famille. J'avais besoin qu'il y ait des femmes à mon accouchement. Donc la sage-femme était censée venir, et puis ma doula. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, ma sage-femme a eu un accident, elle pouvait plus se déplacer, elle avait la jambe cassée, donc bon, voilà. Et ma doula m'a dit, écoute, serre les cuisses parce que là, je pars en week-end et je ne serai pas là. Et quand elle m'a dit ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je savais que ça allait être ce week-end-là, c'était sûr. Je l'ai ressenti au plus profond de moi que Valentino allait arriver dans le week-end de leur absence. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le samedi, je me sentais en forme, très très bien. Je jouais dehors avec Alessio. Je me rappelle il voulait sauter, on sautait et tout ça. Et je sentais qu'il se passait quelque chose dans mon corps. Ça travaillait. Je sentais que Valentino descendait en fait petit à petit. Et je l'ai dit à mon mari Giovanni. Je lui ai dit, je sens que c'est pas comme d'habitude, qu'il se passe un petit quelque chose en moi. Que je lui ai dit, je sais que c'est pour ce week-end. Alors il me dit, mais non, peut-être pas. Tu te fais tes films. Mais tout au long de la grossesse, j'ai appris à écouter mon corps et ses ressentis et ses besoins. Et du coup, je savais que c'était imminent. Euh, Mes filles n'étaient pas présentes, elles étaient chez leur papa. Euh, et donc, vers 18h30, on s'installe dans le canapé avec Alessio, lire des histoires et tout ça. Et puis, j'avais très envie de faire pipi, donc je vais aux toilettes, je m'essuie et je vois des légers saignements. Et là, je le dis à Giovanni qui me dit, bah, peut-être que c'est juste le bouchon muqueux, ça veut pas dire que ça sera aujourd'hui, t'inquiète pas. Je dis, ah, mais non, moi, je suis pas stressée, hein, au contraire, s'il arrive maintenant, c'est très bien. Euh, et j'ai envie de faire pipi et Alessio a voulu que je le porte. Donc, je me vois avec Alessio dans les bras, je pars dans le couloir et là, j'ai la poche des os qui a éclaté. À ce moment-là, il y a mes filles qui sont rentrées à la maison et qui m'ont dit, mais c'est quoi toute cette eau? Je crois que bébé a envie de montrer le bout de son nez. Donc, on a épongé et tout ça. Euh, je me suis dit que j'avais le temps parce que pour Alessio, j'avais mis 9 heures. Pour pour la plus grande, 24 heures. Enfin, je me suis dit, voilà, j'ai du temps. Au départ, je sentais que j'avais du temps devant moi. Donc, je m'active, je continue à faire mon petit train-train, à préparer le repas, à leur donner à manger. Et les contractions étaient vraiment rapprochées. Et ça faisait vraiment une vague. Euh, J'avais pas forcément mal, mais voilà, ça travaillait. Je sentais que mon col était en train de bouger. Euh, j'ai eu besoin de prendre l'air. J'avais très chaud. J'ai eu besoin de prendre l'air. Je suis allée dehors avec mon mari. Il faisait nuit et froid et ça m'a fait un bien fou. Et à peine sortie dehors, au bout de 5 minutes, je l'ai regardé et j'ai senti qu'en fait, ça commençait à pousser un peu. Et je lui ai dit, là, il faut que tu ailles préparer la piscine. Donc là, il est parti vite dans la chambre, mettre la cheminée, préparer la piscine, mettre des encens, euh, la lumière, de la musique et tout ça. Donc je me sentais bien à ce moment-là. Euh, je suis arrivée dans la piscine. Il a été ultra rapide parce qu'il a marqué que la piscine, il fallait au moins 20 minutes pour la remplir. Sans mentir, il a dû mettre 10 minutes à la faire. Euh, il- je suis rentrée dans la piscine. Je me suis mise en position accroupie dans le noir avec de la musique douce que j'avais préparée. Euh, et Giovanni, lui, faisait des allers-retours entre moi et les enfants. Et donc, je me sentais bien. C'était vraiment un moment agréable. Et puis, dans l'eau, je sentais mon bébé vraiment, il descendait. Je me sentais tout, que à chaque contraction, il arrivait petit à petit. Je ressentais aussi quand il remontait à la fin de la contraction et puis qu'à la prochaine, il redescendait. C'était l'extase. Franchement, c'était l'extase. J'ai eu un moment où j'en ai eu marre. Alors, ça faisait pas longtemps, hein, mais j'en ai eu marre.
Donc, j'ai dit à Giovanni, ah, c'est bon, ça me gonfle, je suis fatiguée. J'avais commencé à avoir les larmes qui montaient. Et donc là, il a commencé à caresser le bas de mon dos, à me dire toujours des mots vraiment très réconfortants. Tu es forte, tu es puissante, tu vas le faire. Je suis là, je t'aime, notre bébé, il arrive. Ce qui m'a soulagée, en fait, et qui m'a permis de passer le cap de la désespérance, en fait. Mais je pensais pas y être encore parce que vraiment très, très rapide. Et puis, les contractions ont commencé à être vraiment très, très fortes. Du coup, là, j'ai commencé à vocaliser. Les enfants, on leur a proposé de venir, ont décidé finalement de rester jouer au salon, tranquillement. Du coup, je me suis retrouvée à un moment donné vraiment. J'ai eu l'impression que c'était long, mais ça a duré peut-être 5 minutes où j'ai été toute seule à vocaliser sans Giovanni. Et puis il est revenu et là, j'ai eu besoin qu'il reste. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais besoin de sa présence, de son toucher, de ses mots, de sa chaleur. J'avais besoin qu'il reste avec moi et je vocalisais, et il me frottait le dos et il remettait de l'eau chaude, il remettait une musique que j'aimais plus qu'une autre parce que je voulais accoucher sur cette musique-là parce que vraiment elle m'apaisait d'une force incroyable. Et puis d'un coup, euh, j'ai senti que mon corps se mettait à pousser. Alors je lui dis à mon mari, je lui dis ça y est, il arrive, ça pousse, il arrive. Donc il me dit détends-toi, ne pousse pas, laisse faire ton corps, il sait faire, ton bébé sait faire, ne fais rien. Et là, tu as la tête qui est sortie, la contraction s'est arrêtée. Donc j'ai mis ma main, j'ai senti la tête de mon bébé dans l'eau et je vais proposé à Giovanni de toucher. Donc il est allé toucher et là, incroyable. Je crois que c'est le moment le plus incroyable de cette naissance. J'ai senti la rotation de mon bébé quand on avait la main sur sa tête. On l'a senti vraiment tourner et, euh, et vraiment, j'ai pas de mots. C'était le corps, c'est un miracle en fait. Le corps, il est incroyable, c'est magique, hein. Et le bébé, il sait faire tout le boulot tout seul, hein. Il y a besoin de personne pour faire une rotation ou quoi que ce soit. Donc il a tourné, c'était fou. Et j'ai senti une puissante contraction et le reste a suivi. Je l'ai laissé dans l'eau quelques secondes, même quelques minutes en fait. On l'a d'abord regardé dans l'eau. On voulait garder cet instant, rester dans cette bulle où il était. Je sais pas comment trop expliquer, mais il était là, mais il n'était pas encore là parce qu'il n'avait pas encore pris son premier coup d'oxygène. Euh, voilà, on voulait rester dans ce moment vraiment magique. Et puis je l'ai sorti. Et en fait, on a été très étonnés parce qu'il n'a pas du tout pleuré. Il a ouvert ses petits yeux un peu. Et c'était le portrait craché d'Alessio. Et c'est la première chose que j'ai dite d'ailleurs, c'est oh, j'ai l'impression que j'ai réaccouché d'Alessio, c'est fou. Et là, mon mari m'a dit, mais il pleure pas. Je dis, oui, peut-être que. Et en fait, Valentino s'est mis un peu à tout sauter. Du coup, mon mari la sage-femme lui avait expliqué qu'il pouvait souffler dans ses narines ou quoi pour un peu le désencombrer. Donc, c'est ce qu'il a fait légèrement, mais pas plus que ça, en fait. Il n'y avait pas besoin. Et puis, on est sorti de l'eau. Et on s'est mis dans le lit bien au chaud. Euh, il a tété quasiment tout de suite. Et puis les enfants nous ont rejoints. Et alors la grande, la première chose qu'elle m'a dit, c'est non, t'as pas entendu, t'as pas crié, vraiment, t'as pas fait un bruit, maman. Moi, je pensais t'entendre hurler. Je disais, ah, bah, oui, bah, tant mieux si tu m'as pas entendu crier. Moi, je t'ai pas traumatisée. Et donc on a fait plein de câlins. Et j'allaitais à cette époque-là, j'allaitais encore Alessio. Donc du coup, on s'est mis Alessio dans un sein et Valentino dans l'autre, et tous ensemble dans cette pièce à faire des câlins. Enfin, c'était incroyable. Vraiment une naissance. J'aimerais bien réaccoucher là. Voilà pour le récit de la naissance de Valentino. Ah mais moi aussi j'ai envie de réaccoucher. Et je pulsois cette sensation où c'est comme le temps s'arrête quand bébé fait sa rotation, c'est juste Mm. extraordinaire. Et, euh, et qu'il puisse l'avoir fait avec le premier contact de ses deux parents, c'est extraordinaire. Ah, ouais, non, c'était pour lui comme pour nous. Je pense que ça a été un moment. Mais
ça, le truc, c'est que quand tu accouches en maternité, ça, tu l'as pas parce que c'est eux qui leur font la rotation. Donc, même si tu accouches sans péridurale, tu as la sensation des contractions, des poussées et tout ça. Mais ce moment-là, tu l'as pas, tu le vis pas. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça nous a le plus marqué de laisser faire la nature. Ça nous a bouleversés. Vraiment, moi, ça m'a bouleversé ce moment-là. Et faudra demander à ton chéri comment il a fait pour la piscine, parce que ça, c'est un peu le truc. Comment il a fait pour la piscine, c'est-à-dire Ah comment il a fait oui, pour la remplir aussi vite, ah parce que le ouais, nombre de personnes qui me disent on n'a pas eu le temps de remplir la piscine, j'étais dans 5 centimètres d'eau. ah ouais, alors que là, non, pas du tout. Et vraiment, en plus, entre le moment où la poche des os s'est percée, enfin, et le moment où Valentino est né, il s'est passé 1 heure et demie, quoi. Vraiment. Donc, entre le moment où je suis rentrée dans la piscine et où il est né, pareil, il a dû se passer 20 minutes, quoi. Ça a été ultra rapide. Tout a été très vite et mon mari a véritablement géré. Hein. Je sais pas, il a dû mettre plusieurs tuyaux dans la piscine, je sais pas. Mais il a vraiment géré. Ouais. Ah, génial. Est-ce que là, il y a quelque chose que tu aimerais partager, je sais pas, sur peut-être aux personnes qui nous écoutent, euh, Bah, ou autre chose, quelque chose qui vient, qui monte et que tu as envie de... je vais, on en avait parlé ensemble rapidement au téléphone et j'ai à cœur d'en parler quand même de ce qui s'est passé à la suite. Euh, Plus pour un message de dire tout est possible, il faut pas avoir peur. On essaie de nous faire, enfin la société essaie de nous faire peur vis-à-vis des naissances à domicile et tout ça. En fait, ce qui s'est passé à la fin, c'est que mon placenta n'est jamais sorti tout seul. J'ai, au bout de 4-5 heures, j'ai eu le besoin de partir à la maternité. Crainte que j'avais, parce qu'il y avait beaucoup de récits aussi qui parlaient qu'en maternité, on te séquestrait un peu, on te faisait peur, Moi, je suis partie à la maternité, j'ai eu une révision utérine, euh, dès que mon réveil, j'ai demandé à sortir, en fait. Et en effet, on m'a un petit peu dit, mais non, mais madame, vous vous rendez pas compte, il faut faire plein d'examens à votre bébé, à vous et tout ça. Et en fait, j'ai tenu tête. Et au bout de quelques heures, j'ai eu à signer une dérogation et j'ai pu partir de la maternité. En fait, le message que je veux faire passer, c'est que même s'ils vous font peur, vous avez le droit, on est libre de donner naissance à notre bébé où on veut. C'est inscrit dans la loi française d'ailleurs. Euh, et en fait, il faut rester fort. En fait, il profite. J'étais toute seule en plus, j'avais pas mon mari, donc en fait, il profitait un petit peu de ce moment, pas de faiblesse, mais je viens de donner naissance, j'ai quand même cette crainte d'aller à l'hôpital, je m'y retrouve. Et il profite un peu que je sois dans une sorte d'esprit un peu moins positive, on va dire, où je suis un peu anxieuse, pour venir un peu être là, à mettre un peu sous pression. Mais faut quand même tenir tête. Et donc, je suis sortie de là quelques heures après avec mon bébé. Je n'ai eu aucun souci par la suite. Et, euh, et mon mari a fait la déclaration en naissance juste après la naissance, enfin le lendemain matin de la naissance de Valentino. Donc il n'avait aucun papier de l'hôpital ou quoi en mairie. Et on ne nous a rien demandé, mis à part une attestation de mon mari disant qu'il avait été présent à la naissance et que donc il avait vu son fils naître et tout ça. Mais voilà, le message que je veux faire passer, c'est que vraiment, maman, tu es libre, tu donnes naissance à ton bébé où tu veux. Et si tu crois en toi et que tu sais que tu peux le faire, ben fais-le. Et si tu as besoin d'aller en maternité pour X raisons, parce que tu le ressens, fais-le. Voilà, faut t'écouter à toi, écouter ton corps et ton bébé. Ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Merci. Merci, parce que il y a, comme David pouvait dire, il n'y a que les personnes qui enfantent qui savent ce qui leur est juste. Et ce qui nous est juste à un instant A peut être différent de ce qui nous est juste à un instant B. Oui. Et c'est la magie d'être en lien avec ce que l'on traverse sur l'instant qui nous permet de savoir, en fait. Tout à fait. Je suis d'accord. Il faut suivre son intuition. Et tu parlais effectivement de cette période où tu disais pas que tu as employé le mot vulnérable.
Non, t'as pas employé le mot vulnérable, mais effectivement, c'est juste après, en postpartum, on se sent très, très ouverte, en fait. Ben, on a notre utérus, notre vagin, notre vulve qui sont encore grandement ouverts. Et on est perméable à vraiment plein de choses. Notre sensibilité est décuplée, et donc tout autour de nous est perçu comme un ouragan. Oui. Donc, peu importe ce que la personne vient t'apporter, tu vas le ressentir puissance 10 000. Ah, mais tout à fait. Hein. Et puis je pense qu'en maternité, à ce moment-là, ils le savent très très bien comment on peut se ressentir. Enfin, je veux dire, la plupart des sages-femmes qui t'accueillent en maternité, de toute manière, ont souvent eu elles aussi des bébés, donc elles savent très bien par où on passe. Et je trouve ça, du coup, en tant que femme à femme, je trouve vraiment pas ça cool, en fait, de venir mettre la pression à ce moment-là et de vouloir créer des peurs, ça devrait, même si elles sont obligées de le faire parce qu'on leur impose dans leur métier ou quoi, il faudrait que ça soit fait de manière différente avec bienveillance, en fait. Et on doit laisser le choix, de toute manière, à la maman de faire comme son intuition lui dit de faire. Si à ce moment-là, elle a besoin de rester, ben elle reste. Si à ce moment-là, elle sent que non, c'est bon, eh ben c'est bon. Il n'y a pas de... Parce qu'on se sent, vraiment, pour le coup, on se sent un peu jugé, un peu... c'est pour ça que moi, j'avoue que quand je suis arrivée à la maternité, je n'ai pas dit que c'était une naissance libre à la maison. Parce que, bon, après, elles l'ont deviné, et une fois qu'elles ont eu deviné, leur comportement a changé envers moi. Euh, C'est-à-dire que de sage-femme bienveillante, oh, vous avez accouché de manière inopinée à la maison, ah ben non, mais on a bien compris que pas du tout, que c'était votre souhait et que vous l'avez fait exprès. Euh, le comportement change complètement. De bienveillance, on passe à quelqu'un qui va te juger et qui presque pense que tu es complètement folle, que tu as mis ton corps, ta vie et celle d'autrui en danger. Euh, et je trouve ça triste en fait. Il faudrait que ça se passe autrement, même si c'est pas dans leur euh, en, en adéquation avec ce qu'elles sont ou ce qu'elles auraient fait elles, mais il faut rester dans la bienveillance quoi qu'il en soit en fait. On est tous différents et on fait chacun comme on le sent, tout simplement. Bah, la déconstruction, elle est propre à chacun, chacune. Mm. Malheureusement, le personnel médical est déjà. Leur formation, les formations de sage-femme sont complètement dénuées de ce qu'est la physiologie. Il y a la mécanique de la physiologie, mais il n'y a pas du tout la physiologie de la naissance et ce qui la favorise. Et si elles n'ont pas fait le choix de faire des recherches supplémentaires, elles ne savent même pas ce qui favorise la naissance et les postpartum. Donc il y a vraiment tout à reconstruire, et en plus le fait d'avoir pris un enseignement que j'ai appelé vraiment éducastrant, c'est la blouse blanche qui sait, alors que les patientes ont juste à suivre et à obéir. Ça demande vraiment un immense travail de comment dire, de réinitialisation. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. On croise les doigts. Pour nos filles, peut-être, ou une petite fille, cela changera. Surtout que c'est fou parce que moi, pour l'histoire, moi, j'ai ma grand-mère qui a eu 9 enfants et elle a donné naissance à ces 9 enfants chez elle sur la table de sa cuisine, quoi. Enfin, nos ancêtres donnaient naissance à leur bébé n'importe où au moment où c'était euh, le bon moment. Et d'avoir tout médicalisé parce que moi, ma maman, par exemple, elle est de l'année où la péridurale, c'était un truc incroyable. Donc, elle était à fond sur la péridurale et elle me mettait un peu, oh, mais non, mais tu vas accoucher sans, mais ça va pas. Il y a la péridurale, c'est fait pour. On oublie en fait que nos ancêtres l'ont fait et je vois pas pourquoi aujourd'hui on n'en serait pas capable. C'est et tout mammifère en fait, enfin aucun mammifère à part nous avant la péridurale. Hein, donc, je pense que
si ton corps est OK, que tu es OK et que chacun fait comme il veut, mais si tu es en adéquation avec ce choix-là et que ça te vient du plus profond de toi, ben, c'est OK, c'est cool. Est-ce que là, il y a... Comment tu te sens là maintenant? Bien, j'étais hyper excitée. Je suis encore excitée, hein, d'ailleurs. Et bon, bah, je vais peut-être dire à monsieur, viens, on va faire un bébé. Non, 4, c'est bien. 4, c'est bien, mais ouais, c'était d'en reparler, ça ravive des émotions et de bonnes émotions et de bonnes vibrations. Et je me sens émue aussi à la fois, tu vois. Donc, je te remercie énormément de m'avoir donné cette opportunité de raconter mon récit. Parce que, à vrai dire, je ne l'avais jamais vraiment fait, même à mes proches. Je survolais, tu vois. C'était des récits, c'était un récit très rapide, un petit résumé. Et de avoir pu aujourd'hui, après 18 mois, mettre des mots sur ce qui s'est passé, ça me replonge dedans et je me sens bien. Je me sens bien. Là, je suis bien. Je me sens heureuse. Merci de partager ça. Je me sens très émue. Honorée que tu puisses ressentir tout ça et qu'il y ait toutes ces émotions qui te traversent. On te dit merci pour ton partage. Merci à toi, Charlotte. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager? Une phrase, une idée, une ressource? Je sais pas trop. En fait, j'ai envie de donner de l'amour à toutes les femmes, qu'elles soient enceintes ou pas. Euh, qu'on n'oublie pas qu'on est des guerrières, des déesses, et que si le monde est monde, et s'il y a des humains encore sur Terre, c'est nous qui les mettons au monde, en fait. Et si ton bébé t'a choisi, c'est qu'il y a une bonne raison et que tu seras la meilleure des mamans pour lui. Voilà. Parce que je sais qu'en tant que maman, on se pose mille questions, on a l'impression de jamais être vraiment à la hauteur, mais tu es la meilleure maman pour ton bébé. Il y a toutes celles qui attendent un bébé, mais belle grossesse et belle naissance, quoi. Magnifique. Merci. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissance. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.